À son dernier matin, un homme s'est réveillé en étant peut-être l'homme le plus isolé de la Terre. Perché à 7600 mètres sur une arête étroite du Makalu, la 5e plus haute montagne du monde. Il faisait face à une journée d'escalade brutale, presque impossible. La température était de moins 34 degrés. Le sommet encore 900 mètres au-dessus de lui, il était seul sur la montagne, puis a disparu dans le vide pour ne jamais plus être revu. Quand on pense à l'alpinisme, on pense surtout aux plus hauts sommets comme l'Everest ou encore le K2, ainsi que toute leur histoire. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de sûrement la légende de l'alpinisme français, nommé Jean-Christophe Lafaille. Et si je vous raconte cette histoire, c'est également parce qu'elle doit être beaucoup plus populaire dans le domaine des expéditions de l'alpinisme. Bref, Jean-Christophe est né dans une petite ville appelée Gap en France, le 31 mars 1965. Comme beaucoup d'enfants grandissant à la montagne, il a développé très tôt des passions pour l'escalade. Adolescent, il passait la plupart de son temps à explorer les falaises rocheuses tout autour de lui, notamment une montagne appelée Céuse. Cette falaise de calcaire, se situant dans les Alpes, aujourd'hui est l'un des meilleurs sites d'escalade au monde. Et Jean-Christophe, lui, largement a contribué à sa renommée. Il faut aussi également savoir qu'il n'était pas qu'un bon grimpeur, il était un véritable prodige. À 24 ans, Jean-Christophe s'est déjà fait un renom dans l'escalade. Il est d'ailleurs devenu le premier Français à escalader en solo une voie cotée 7C+, soit une paroi presque verticale avec très peu de prise. Mais cela ne lui suffisait pas. Non, il voulait grimper encore plus haut, conquérir de plus grandes montagnes du monde. C'est alors tourné vers les Alpes et l'Himalaya. Seulement un an après, au début des années 1990, Jean-Christophe s'est formé comme un guide des hautes montagnes, développant ainsi les compétences nécessaires pour affronter les sommets des plus hautes montagnes ainsi que les plus difficiles. Il a rapidement réalisé plusieurs ascensions audacieuses, par exemple dans le massif du Mont Blanc, dont l'une de ces escalades est sûrement l'une des plus célèbres à cette époque, car elle a été la première ascension en solitaire dans la voie divine Providence, l'un des itinéraires les plus difficiles du Mont Blanc. D'ordinaire, cette voie se grimpe en cordée, c'est-à-dire à cause de sa complexité, elle est obligée d'accueillir plusieurs grimpeurs. Mais Jean-Christophe l'a conquise seul, et ce n'était que le début pour lui. Les plus hautes montagnes du monde, de plus de 8000 mètres, l'attiraient irrésistiblement. Ces sommets sont connus pour leur complexité extrême, comme les avalanches, les froids glaciales, encore l'air raréfié. Mais Jean-Christophe, lui, n'avait toujours pas peur. Il a gravi 11 de ces géants, soit en empruntant des voies inédites. Parfois, Jean-Christophe les faisait en solo, ce qui est incroyablement dangereux, car en cas de problème, personne n'est là pour lui venir en aide. Mais un jour, cette prise de risque a failli lui coûter la vie. En 1992, il est invité à rejoindre une expédition menée par Pierre Béguin, lui aussi un légendaire alpiniste français, pour tenter l'ascension de l'Annapurna, l'une des montagnes les plus mortelles du monde. Le versant sud de l'Annapurna est particulièrement redoutable. Des parois abruptes presque verticales, par endroits couvertes de glace et de roches instables. Lafaille et Béguin choisissent une approche en style alpin, sans cordée fixe, sans camp d'altitude préinstallé et sans Sherpa pour transporter leur matériel. Ce style est risqué car il n'y a pas de filet de sécurité en cas de problème. Après avoir commencé leur expédition et avoir gravi 7300 mètres, une violente tempête les force à faire demi-tour. Mais la descente s'avère encore plus dangereuse qu'à la montée. Et l'un des pires événements se mit à arriver. Pierre Béguin, après avoir utilisé un coinceur pour s'assurer et ne pas tomber, se mit à lâcher. Et la chute fut mortelle. Jean-Christophe se retrouve seul, sans corde, ni matériel adéquat, à près de 8000 mètres de haut. Il improvise en utilisant des solutions désespérées, des piquets de tente plantés dans la roche par exemple, une bouteille en plastique comme pointe d'ancrage. Puis il finit par atteindre un campement précédent où il récupère un bout de corde de 20 mètres qui lui permet d'encore plus progresser. Mais en pleine descente, un rocher lui tombe dessus et lui brise le bras droit. Il est désormais blessé, seul et sans équipement, à bout de force. Mais il aperçoit une équipe slovène sur un autre versant de la montagne. Mais celle-ci juge le sauvetage trop risqué et l'abandonne. Après plusieurs petites descentes très épuisantes, Jean-Christophe parvient miraculeusement à rejoindre le camp de base slovène. Les alpinistes, stupéfaits, pensaient qu'il était mort avec l'autre alpiniste et avait déjà annoncé le décès à sa femme Véronique et à des journalistes. Dès son retour, l'annonce de décès a été rapidement démentie, provoquant un soulèvement à sa famille ainsi qu'à toute la communauté alpine. Cette survie inespérée devient l'un des récits les plus légendaires de l'histoire de l'alpinisme. Mais traumatisé
traumatisé, Jean-Christophe annonce vouloir arrêter l'alpinisme. Mais peu à peu, il retourne en montagne. En 1996, à l'âge de 31 ans, il enchaîne l'ascension de 2 sommets de plus de 8000 mètres, Gesherbrum 1 et 2, en seulement 4 jours. C'est un exploit incroyable. Pourtant, l'Annapurna continue encore de le hanter. Il tente 3 nouvelles ascensions avant de finalement atteindre son sommet en 2002, 10 ans après la tragédie. C'est magnifique. Plus tard, en 2003, il fixe un nouvel objectif, gravir 14 sommets de plus de 8000 mètres. Mais bien sûr, à la manière de la faille, c'est-à-dire en solo, et par de nouvelles voies. Mais en 2004, lors d'une expédition sur le Broad Peak, il chute dans une crevasse et développe un œdème pulmonaire, qui est lié à un surplus d'eau dans les poumons. Et cela peut être dangereux en haute altitude, ce qui est une condition potentiellement mortelle. Mais heureusement, il est sauvé de justesse par d'autres alpinistes. En décembre 2005, il tente l'ascension du Makalu. En hiver, ce qu'aucun alpiniste n'a réussi auparavant. C'est alors qu'il passe 4 semaines seul sur la montagne dans de conditions extrêmes. Le 27 janvier 2006, il appelle sa femme Katia pour lui dire qu'il va tenter le sommet et ce sera le dernier contact qu'elle aura de lui. Après plusieurs jours sans nouvelles, son équipe comprend qu'il a disparu. Une recherche en hélicoptère, mais aucune trace de lui. Nul ne sait comment et ni pourquoi Jean-Christophe Lafaille s'est volatilisé sur le Makalu et son corps ne sera jamais retrouvé. C'est ainsi que s'arrête l'histoire d'une légende. Mais son fils, Tom Lafaille, reprit le flambeau. Lui, devenu alpiniste et skieur des plus hautes montagnes, poursuit aujourd'hui son héritage de Jean-Christophe. En 2023, il réalise la première descente en ski du Broad Peak par des Français. Jean-Christophe Lafaille restera tous dans les mémoires, une légende de l'alpiniste solitaire. Bon les gars, je vous remercie pour avoir regardé littéralement ma première vidéo YouTube sur cette chaîne. Je vous invite à vous abonner classique, parce que mon ancienne chaîne YouTube s'est fait shadowban, et ça j'avoue c'est pas cool. D'ailleurs je remercie mes 2 collègues de chambre à l'intérieur là, qui m'ont aidé à créer cette vidéo, ainsi que mon meilleur pote, et le soutien de ma famille. Bon allez, je vous fais des bisous, bonne journée.